Commencer. Merci à tous d'être là ce soir. Vous savez que chez Xange, on a une série de webinaires sur les États-Unis. C'est la troisième webinaire qu'on tient sur le sujet. Et cette année, cette session, on va parler du recrutement de la première équipe aux US. Sujet qui revient très souvent dans nos discussions avec les startups, avec les entrepreneurs. Je suis ravi de vous accueillir à cette session. Plusieurs choses à dire. Tout d'abord, on est ravi d'accueillir en panéliste deux personnes qui connaissent très bien le sujet du recrutement aux US. Lilian Poilpot, qui est senior partner chez Vena, qui est ce qu'on appelle un chasseur de tête dans le jargon du métier. Et on a également la chance d'avoir Lionel Bensoussan, qui est EVP North America chez Smart Art Saver, une start-up qui a cru énormément depuis une dizaine d'années aux États-Unis, depuis New York, et qui a une expérience dans le recrutement qui, je trouve, relativement inégalée, notamment dans le domaine des sales. Enfin, moi-même, Nicolas Rose, je suis un des associés du fonds Xange. Je suis franco-américain et depuis plus de 15 ans, j'investis dans des startups en Europe et notamment pour les accompagner sur le chemin des États-Unis. Donc, je vais peut-être laisser rapidement Lilian et Lionel se présenter, puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Lilian, si tu veux bien. Bonjour et ravi de participer. Et merci Nicolas pour l'invitation. Donc, Lilian Poilpot, je suis basé à Londres depuis une douzaine d'années, donc chasseur de tête dans la technologie. Revena, c'est un cabinet qui accompagne principalement des entrepreneurs et des investisseurs dans la construction de leur comité de direction. Et évidemment, comme on est européen à la base, l'expansion aux US est un des challenges qu'on a souvent adressé, et donc ravi de participer et de partager avec vous quelques takeaways et quelques tips pour essayer de réussir son expatriation, son implantation aux États-Unis. Merci Lilian, merci Nicolas de m'accueillir dans ce panel, ravi de participer également. Donc moi je suis Lionel Bensoussan, je travaille depuis bientôt maintenant 9 ans à New York. Je suis aujourd'hui EVP North America chez Smart Ad Server, une plateforme de monétisation d'inventaire publicitaire pour des publishers digitaux. Et donc je suis arrivé à New York il y a un peu plus de 8 ans et demi maintenant pour développer la société qui s'appelait Dynamic à l'époque et qui a été rachetée par Smart il y a un peu plus d'1 an pour développer le marché US de cette société qui était déjà implantée en Europe et en Amérique latine. Et ravi encore une fois de faire partie de ce panel aujourd'hui. Super. Merci à tous les deux. Rapidement sur Xange, une page de publicité. Donc Xange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fonds qui a démarré il y a environ une quinzaine d'années. On a envoyé des startups aux USA depuis. On est basé dans 3 lieux géographiques, Paris, Munich et Berlin depuis cette année. On est spécialisé en amorçage et en série A, des tickets de 500K à 10 millions d'euros. Et on a accompagné plus d'une centaine de startups. On a eu la chance d'avoir des licornes qui sont apparues dans le portefeuille dont vous avez peut-être entendu parler, comme Ledger, Lydia, Odoo ou Believe Digital. Mais on a également investi dans des affaires comme Bergamote, Ebitesti, 360 Learning, beaucoup de sociétés qui ont beaucoup cru depuis quelques années. J'aimerais commencer par une introduction générale sur le marché US. Alors, pardonnez-moi parce que je crois qu'on a des gens qui ont différents niveaux d'expérience sur le marché américain, mais je pense qu'on peut rappeler quand même quelques évidences. En tout cas, des évidences vues de notre fenêtre Xange. Pourquoi le marché américain ? Tout simplement parce que dans nos métiers de l'innovation technologique, on est face à un marché états-unien qui est un marché homogène de plus de 300 millions de consommateurs, avec la même culture, la même devise, le même mode de pensée. On a un marché aussi qui est très sophistiqué, qui est très ouvert à l'innovation. Et ça, c'est vraiment une différence que j'ai toujours trouvée avec l'Europe et la France en particulier. Ça veut dire que c'est une vraie chance pour les entrepreneurs européens de pouvoir mettre en avant leur différenciation technologique. Et enfin, et surtout, l'aspect vertueux pour nous, c'est de rendre possible une croissance, une ultra-croissance rapide, mais à condition aussi d'investir des moyens sérieux. Mais comme tout n'est pas facile quand on aborde un projet comme l'introduction sur le marché américain,
on doit l'aborder avec toujours les mêmes idées, les mêmes règles générales de tout projet, c'est-à-dire avec des spécificités très fortes qui mélangent l'ADN original de la boîte avec ce qu'attend le marché américain, ou peut-être d'ailleurs ce qu'attend le marché américain d'abord avant de mettre l'ADN de la boîte. Et pour ça, il faut recruter du talent humain, il faut recruter des personnes natives pour comprendre l'environnement, pour être adapté au marché que l'on cible, pour avoir le bon message aux bonnes personnes, délivré de la bonne façon. Alors tout ça, je m'excuse, mais ça peut faire donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je crois que ce qui est vrai sur les projets américains que j'ai financés et qu'on a connus, c'est qu'on voit toujours le même type de problèmes faire surface. On voit souvent les mêmes types de difficultés. Et je pense que plus on en parle, plus on arrive à effectivement essayer de les éviter. Donc, depuis une dizaine d'années, on a envoyé des startups là-bas, comme Neolan, qui s'est fait racheter par Adobe, Odoo, l'entreprise belge de RP, Ledger, qui a une implantation là-bas, Habitesti à New York, 360 Learning à New York également, Doolid à Boston. En e-santé, on envoie en ce moment beaucoup de sociétés sur Boston, la mecque de la e-santé mondiale, comme Synapse, Trifrog ou Glimmer. Et on a d'autres sociétés comme AssoConnect ou Airfocus qui sont en train de prévoir d'y aller. Donc, moi, ce que j'aimerais, en ouvrant ce panel, hein, c'est demander à Lilian et à Lionel comment ils voient cette implantation aux US. Avant de commencer, je voulais dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, le Q&A. On a des équipes ici qui sont en train de monitorer le channel et on fera des réponses soit en temps réel, soit en décalé vers la fin de la session. En tout cas, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc on est tout à fait preneur de vos questions, feedback, même de façon très large. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes une entreprise qui est basée en Europe, vous êtes basée en France, vous êtes basée au Benelux, en Allemagne. À partir de quand est-ce qu'il faut monter une équipe dédiée à l'expansion US? Quels sont les tout premiers moments où on doit faire ça? Quels sont les signes et les moments avant-coureurs pour le faire? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Lilian. Ça dépend avant tout du type de business, parce que bien évidemment, si le marché adressable il est principalement aux US, il faut y aller le plus tôt possible. Et on a quelques exemples de boîtes européennes dont très vite, 80-90% de la clientèle était aux US. Nous, ce qu'on voit, c'est que le marché américain est définitivement, comme tu l'as dit en introduction, Nicolas, un énorme marché avec des vraies potentialités de croissance très fortes parce qu'effectivement, une appétence à la prise de risque certainement plus rapide sur l'utilisation de nouvelles technologies. Et par conséquent, tu mentionnais AssoConnect, qui est une boîte de votre portefeuille, mais je sais que voilà, ils ont mis un pied aux États-Unis, ils commencent à avoir de la traction après avoir eu une bonne traction sur la France, et c'est quand même une série A, donc c'est quand même plutôt une boîte assez early stage, même si elle est en fort développement. Donc nous, on voit souvent des cofondateurs se poser la question à un moment donné, et c'est vrai que l'une des clés, c'est aussi d'envoyer là-bas quelqu'un qui connaisse la boîte, qui représente son ADN et qui puisse le transférer de l'autre côté de l'Atlantique, sachant que, tu l'as dit, les codes sont très particuliers, les investissements sont importants et donc il faut réfléchir avant d'y aller. Mais on a deux types de situations. On a des boîtes qui vont très vite parce que de toute façon le marché est là-bas, les acheteurs sont là-bas. Et puis il y a des gens qui s'y prennent graduellement, et là on discutera certainement plus au cours de l'échange sur comment on peut le faire. Lionel, par exemple, je pense que sera un bon exemple de comment on le fait depuis le départ, quasiment depuis le départ, je pense. En effet, je suis assez d'accord avec toi, Lilian, sur le fait que pour décider d'aller aux États-Unis et pour s'ouvrir sur le marché américain, il faut d'abord se rendre compte du potentiel marché pour le produit sur le territoire américain. Le territoire américain, comme l'a dit Nicolas,
Et le marché américain, c'est un marché qui est très profond, 300 millions de consommateurs, avec une prise de risque, une prise de décision qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus grande, qui donne envie à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un engagement qu'on a tous envie de prendre quand on est entrepreneur en Europe, de se dire on veut s'étendre au marché américain parce que c'est là où il peut y avoir la réussite. Mais il faut vraiment savoir quel va être notre impact sur le marché américain et comment l'aborder. Beaucoup se posent des questions et beaucoup sont freinés par la non-connaissance du marché américain, ou à l'opposé, beaucoup d'entrepreneurs se disent le marché américain, on connaît la culture américaine et on peut y aller très facilement parce qu'elle est assez similaire à notre culture, on va dire, occidentale qu'on connaît en Europe, sans forcément prendre en compte les différences culturelles qu'on n'aurait pas identifiées à partir de l'Europe. Donc, le fait de pouvoir avoir la possibilité d'envoyer quelqu'un qui connaisse la culture de la société, qui est prêt à prendre le risque, entre guillemets, de s'expatrier pour pouvoir développer le marché américain, c'est aussi déjà un bon indicateur pour savoir si on est prêt à aller s'exporter aux États-Unis. Ok, merci. Alors, du côté Xange, nous, on encourage les startups à initier leur projet d'expansion, votre projet d'expansion aux US depuis l'Europe, et si possible avec des personnes natives. Ça tombe bien, il y a beaucoup de natifs américains d'Amérique du Nord en Europe, à Paris, à Berlin, partout. Et d'ailleurs, on a aussi également recours à des personnes qui sont basées aux États-Unis pour ce faire. Donc, des gens qui sont capables d'aider à localiser le contenu. Alors, localiser, c'est vraiment pour dire que ce n'est pas la traduction. C'est très important de penser aux facteurs culturels. On n'est pas en train de traduire un contenu en anglais. On est en train de localiser une approche marketing, un positionnement pour un public différent, qui a peut-être des codes différents, qui a peut-être des vocabulaires différents. Donc, toujours faire attention aux logiciels de traduction automatique. C'est très bien pour dégrossir, mais ce n'est pas du tout bien pour le marketing. Préparer ce positionnement marketing, ça se fait donc de façon structurée, comme vous le feriez ici. Il n'y a pas de différence, à part les codes et cette approche spécifique de l'état du marché américain qui peut être structuré différemment que le marché en Europe. Et puis, ne pas oublier qu'il faut quand même être organisé pour faire des choses aussi triviales que organiser les équipes technologiques pour avoir une ligne directe avec les US, du support pour travailler en anglais et en tous les cas aux horaires des US. Je dirais que là, on est sur des choses qui sont assez classiques, mais tout ça, ce sont des choses, selon nous, et par le passé, que nous avons vu faire depuis l'Europe. Avantage, c'est que vous ne prenez pas un risque trop important et vous pouvez également essayer de tirer parti de ça pour commencer à avoir un peu de feedback du marché américain pour savoir s'il y a un positionnement qui est meilleur qu'un autre, pour savoir s'il y a des bonnes façons de procéder dans votre segment qui est intéressant à avoir. Du point de vue du recrutement, donc des premières personnes, que diriez-vous, messieurs, sur les premiers profils? Les premiers profils pour les US, on les recrute sur place. On envoie des salariés français, européens là-bas. Est-ce que vous avez des expériences, des retours d'expérience sur ce point-là? Vas-y, Lionel. Ouais, je peux parler un petit peu de retour d'expérience parce que nous, on a une histoire assez particulière avec les US. Moi, j'ai été le premier employé envoyé de chez Dynamic aux US. Quand tu disais tout à l'heure, il faut être préparé sur le marché, connaître, avoir un bon positionnement marketing, etc. Nous, on est arrivé, on n'avait pas tout ça. Donc, on a passé énormément de temps en fait à dégrossir le marché américain. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de se dire on va répliquer un petit peu ce qu'on a fait en Europe et comme beaucoup, on a fait les erreurs, on va dire, de débutants parce qu'on n'avait pas en fait d'informations, on n'avait pas de feedback d'autres sociétés qui nous ont expliqué comment aborder le marché américain. Moi, j'ai été seul pendant un bon moment sur le marché américain. J'ai commencé à essayer de développer le business et je me suis rapidement rendu compte que le positionnement de la société n'était pas forcément le même qu'on pouvait avoir sur le marché européen et qu'il fallait plutôt s'adapter, trouver notre niche à nous qui allait nous permettre de trouver notre succès. Une fois que ce marché-là, enfin ce marché ou cette profondeur de marché a été établie, je me suis heurté en fait à des différences culturelles, à des barrières de la langue et qui pouvaient freiner, on va dire, le potentiel succès aux US. Et c'est là où j'ai rapidement compris, enfin quand j'ai relativement rapidement compris
qu'il fallait américaniser le maximum possible l'approche et notamment les équipes qui allaient être opérationnelles sur le terrain. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas été opérationnel parce que je l'ai été pendant des années, mais je l'ai fait surtout en appui avec des équipes américaines. Et le premier recrutement qu'on a fait, c'était bien évidemment, alors moi je prêche pour ma paroisse, hein, une équipe commerciale, puisqu'on avait ce besoin en tant que startup de pouvoir faire entrer le plus rapidement possible du cash et de faire une preuve de concept sur le fait que l'expansion aux États-Unis était valide. Donc le premier recrutement que j'ai fait, c'est des équipes commerciales. Et donc des équipes commerciales purement américaines. On n'a pas fait venir d'experts, on va dire, de notre headquarter qui était en France pour développer le marché américain, mais plutôt on a pris l'expertise et on l'a transmise au premier recrutement sales américain qu'on a pu faire. Pardon. Et toi, Lionel, tu as été en contact au niveau sales avec les premiers prospects, etc. Tu étais en première ligne. Ou au contraire, est-ce que tu voulais qu'un natif soit en première ligne? Et est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé au tout début entre ton approche en tant que non natif et versus les natifs? Alors moi, j'ai commencé à développer le marché par moi-même. Pendant près d'un an, un peu plus d'un an, j'ai été quasiment seul sur le marché américain pour développer le business. Donc, c'est moi qui étais en contact du marché. Je me suis rendu compte très rapidement que j'allais avoir certaines limites. Moi, les premiers emails que j'envoyais passaient tous par Google Translate. Les premiers calls que je pouvais avoir avec des personnes qui étaient localisées au Texas, en Californie et à New York en même temps, au bout de 10 minutes sur les premiers calls, je leur dis, bon, ça ne vous dérange pas si on passe la communication par email, parce que j'avais un vrai problème d'aisance avec l'anglais. Mais en fait, le revers, ça a été de se dire il faut en fait que moi-même, je m'américanise et que je fasse l'effort nécessaire pour essayer de fitter au maximum avec les codes américains, c'est-à-dire travailler sur l'accent américain, sur la culture américaine. Ça veut dire passer des heures devant la télé, discuter avec des Américains. J'ai eu la chance, moi, dans les premiers temps, de travailler dans un coworking space avec pas mal de boîtes qui étaient à peu près au même stage que moi, mais notamment des boîtes américaines qui m'ont permis en fait de comprendre un peu le marché, d'échanger culturellement avec le marché américain et de m'approprier, on va dire, et d'embrasser le marché américain, la culture américaine à fond. Donc, dans un premier temps, pour établir, on va dire, ce qui fonctionnait sur le business, c'est moi qui étais en première ligne. J'ai même pensé à un moment, voyant certaines limites d'avoir un nom qui n'était pas américain, j'ai même pensé à un moment changer mon nom de famille pour pas que les emails soient directement non lus ou supprimés. Et après, je me suis dit que si je devais y arriver, j'y arriverais avec mon identité et qu'il allait falloir s'appuyer sur des identités américaines. Mais pendant un bon moment, moi, j'ai été en première ligne commerciale. Alors moi j'ai vu des changements de prénoms très couramment, des américanisations de prénoms. J'ai jamais vu des changements de nom de famille, mais bon, ça c'est marrant comme anecdote. Donc là, il y avait une question de Franck qui posait la question de savoir si les clients américains sont ouverts à une personne non américaine qui connaisse le marché ou s'il faut absolument un Américain pur sucre. Je pense que tu as un peu répondu entre les lignes ou même directement, Lionel. Et moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Soit il y a une très bonne communication qui passe, et ça peut être n'importe qui, avec n'importe quel accent et nationalité, mais une excellente communication. Et donc, pour ça, il faut la maîtrise du langage. Comme a dit Lionel, au début, il avait du mal. Donc, forcément, mais c'est comme quand vous êtes ici, que quelqu'un vous appelle, s'il y a une maîtrise du langage qui n'est pas au top, ça peut avoir un effet gênant sur la communication. Or, là-bas, les calls sont faciles à avoir, mais ils durent très peu de temps. Donc, on a très peu de temps pour faire sa place au soleil. Donc, c'est vrai que la maîtrise de la langue, du coup, devient un atout clé pour réussir. Donc, du coup, un natif, bien sûr, aura ça. Si c'est un non-natif, mais qui maîtrise la langue parfaitement, je pense que ça ne pose aucun problème. Mais il y a quand même beaucoup de teintes de gris autour de la question de la maîtrise de la langue, et de l'aisance et du commercial. Lilian, Après, juste, excuse-moi, rebalancer un petit peu tout ça. La chance qu'on a eue, nous, en étant à New York et en prospectant principalement à New York dans un premier temps, c'est qu'on est quand même dans une ville assez cosmopolite où tout le monde a un accent différent, tout le monde a un background différent, ils viennent tous des quatre coins du monde.
Et les Américains, contrairement aux Européens ou aux Français qu'on connaît bien, sont beaucoup plus ouverts à parler avec des gens qui ne maîtrisent pas à 100%, on va dire, l'accent, certaines tournures de phrases. Du moment que, comme tu disais, ils sont clairs dans le message et ils sont relativement ouverts et compréhensifs sur l'approximation, on va dire, de la maîtrise de la langue. C'est important de l'avoir sur le long terme et de l'avoir un petit peu pour avoir une communication qui est claire. Mais si on arrive à se faire comprendre, les gens sont plus ouverts, beaucoup plus ouverts qu'en France à quelqu'un qui n'est pas natif de la langue. Et c'est exactement ce que j'allais dire, Lionel. Donc, ça dépend quel marché vous approchez aux États-Unis. Parce que New York, c'est une exception comme Londres. Ce sont des villes qui sont des mégalopoles. Donc, si votre target, c'est, on ne va pas appeler l'Amérique profonde, mais autre chose que San Francisco et New York, non, mais on va être là, pour le coup, avoir des natifs américains, c'est extrêmement important. Les codes sont super importants quand on arrive de France. Tout est beaucoup plus normé aux États-Unis. Les grades sont normés, les niveaux de package sont normés. Donc, si on y va, il ne faut pas y aller cheap. Il faut y aller sincèrement et sérieusement parce que les investissements sont de facto plus lourds parce que les retours sur investissement sont aussi beaucoup plus importants. Et c'est là où c'est difficile quand on est un early stage business, c'est de prendre ce risque-là pour aller aux États-Unis. Il y a une chose qui est importante quand on est un business européen, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on est second class citizen. D'accord ? Donc, quand on lève 10 millions d'euros à Paris, eh ben, ce n'est pas 10 millions de dollars à New York. Donc, il ne faut pas se tromper avec ça. Nous, on voit sur toute la chaîne de valeur, que ce soit du post-série A ou même pré-late stage, les centaines de millions ou les dizaines de millions n'ont pas la même saveur. Donc, il faut ne pas oublier ça quand on va aux États-Unis. Jouer sur ces choses-là, mais respecter tous les codes américains. C'est-à-dire qu'il faut être efficace, il faut être rapide dans l'exécution. Moi, je suis toujours éberlué par la rapidité d'exécution aux États-Unis, que ce soit pour recruter des gens à haut niveau ou dans l'organisation commerciale. C'est pour ça qu'on dit toujours hiring fast, but firing even faster, parce qu'aux États-Unis, il y a une fluidité de marché qui est complètement différente de celle que l'on peut connaître en Europe. Et il ne faut pas, quand on est un entrepreneur européen, voire français, avoir trop d'émotions à partir de ça. Il faut recruter pour le besoin que vous avez maintenant, parce que de toute façon, ce qu'on appelle les tenures, c'est-à-dire la durée moyenne des jobs tenus par les Américains, elle est beaucoup, beaucoup plus courte que celle que l'on connaît en France notamment. Et pour beaucoup d'entrepreneurs français, l'une des choses les plus difficiles quand ils évaluent des profils aux États-Unis, c'est de se dire, mais ce type ou cette personne, elle n'a rien fait, elle est restée 18 mois. Ben, il faut savoir qu'en Californie, le temps moyen d'un CMO, c'est 22 mois. Donc, voilà. Et donc, il ne faut pas arriver avec les grilles de lecture européennes ou françaises. Il faut savoir s'adapter. Il faut prendre le temps de faire son assessment, mais il faut être capable d'exécuter rapidement. Ok, super. Je voudrais rajouter juste que de notre point de vue et par rapport à la question de quel type d'équilibre entre le staff européen ou le staff américain, je dirais que ça dépend pas mal des stades d'avancement dans lesquels vous êtes. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on préconise l'envoi systématique d'un cofondateur à plein temps pour l'ouverture d'un bureau. Donc, ce n'est pas forcément au moment où on fait sa première découverte du marché américain, mais pour un bureau, on pense que c'est absolument nécessaire. Le cofondateur, il porte l'esprit de la société, il est garant de la bonne vision stratégique du positionnement. Il a aussi la seniorité nécessaire pour que s'il faut infléchir la roadmap, s'il faut la faire évoluer, s'il faut toucher au positionnement marketing, ça puisse être fait sans que ça soit une décision de deuxième ou de troisième ordre. Et ça, c'est absolument critique. Lilian l'a dit, il y a une question de vitesse d'exécution. Il va falloir s'adapter très vite. Et donc, avoir un cofondateur sur place, ça fait partie pour nous des éléments clés. C'est des questions qu'on pose systématiquement aux entrepreneurs qu'on va financer qui veulent partir là-bas parce qu'on pense que c'est non tenable de faire autrement, sauf circonstances particulières. Peut-être qu'on peut parler maintenant de lorsqu'on est une fois sur place là-bas. Donc, quels sont les premiers profils à recruter? Est-ce que ce sont typiquement les sales auxquels on pense? Est-ce que c'est d'autres types de profils?
peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez vu par le passé. Je pense que ça va être très lié à l'activité en fait, de la société qui cherche à s'expatrier. Je pense qu'il y a un dénominateur commun de tous les business qui cherchent à s'expatrier aux États-Unis, c'est de faire rentrer, de faire grandir la société, de faire de la croissance. Et pour ça, il faut faire du revenu. Donc, le profil sales est évident en fait quand on commence à développer le marché américain, parce que finalement pour une société européenne, on a toutes les fonctions centrales qui sont déjà bien établies ou presque bien établies en Europe, et le besoin immédiat, c'est de pouvoir faire une preuve de concept sur le marché et donc de développer le business. Donc pour nous, ça a été une évidence qu'il a fallu recruter des sales et ensuite des opérationnels. Tout dépend de l'activité, mais des opérationnels pour délivrer le business généré par les sales. On avait commencé, comme beaucoup, à avoir les opérations qui étaient gérées en France, les sales aux États-Unis, les opérations en France, mais avec la time difference, la différence de culture aussi, la rapidité des échanges, on s'est vite rendu compte qu'il fallait en fait localiser ces ressources-là aussi. Mais c'est vrai que les premières ressources, nous, ça a été des équipes commerciales et des équipes commerciales efficaces. Je ne peux qu'agréer avec ce que vient de dire Lionel, puisque c'est vraiment la première chose à réussir à conquérir. C'est là où, Nicolas, tu as entièrement raison. Quand tu as un cofondateur sur place, tu peux rapidement aussi pivoter. Et l'une des choses que l'on voit trop souvent, c'est des entrepreneurs européens qui arrivent aux États-Unis en disant on a plein de case studies avec des tas de clients à la Société Générale, chez Carrefour, pour ne citer que quelques corporates français. Et ça ne résonne pas du tout sur le marché américain. Et donc, je pense que là aussi, avoir un vrai feedback du marché et de le prendre en considération dans ses produits, dans sa façon de se marketer, c'est extrêmement important quand on recrute. Et c'est vrai que recruter le premier commercial aux US, c'est aussi compliqué pour nous culturellement, parce qu'on a souvent beaucoup aussi d'entrepreneurs dont le background est des ingénieurs. Et donc, quand ils arrivent aux États-Unis, le marketing et les ventes, c'est dans l'ADN des Américains depuis qu'ils sont au kindergarten. C'est pas dans le nôtre. On a plutôt tendance à sous-jouer plutôt qu'à surjouer, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Et donc, là aussi, faire attention à ce que les gens vous disent, parce que il n'y a jamais de mauvais commerciaux aux États-Unis, et pourtant, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais en revanche, ils sont bien meilleurs à se marketer. Donc, ils sont meilleurs à marketer leurs produits et meilleurs à se marketer eux-mêmes. Et donc, on encourage vraiment les entrepreneurs à être extrêmement vigilants. Là aussi, c'est compliqué parce que prendre des références aux États-Unis, ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Donc, avoir des éléments de validation, c'est aussi compliqué. Donc, on a vu… Et on a une plus grosse communauté d'entrepreneurs français maintenant aux États-Unis, que ce soit dans des villes comme Boston, que ce soit bien évidemment à New York. Ne pas hésiter au début à s'appuyer un peu aussi sur cette communauté-là, parce qu'elle est quand même assez successful de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier que New York, c'est juste une porte d'entrée pour les États-Unis, et que ce qui se fait au Texas, ce n'est pas du tout ce qui se fait à New York. Et dans votre expérience, parce que c'est une question qui a été posée, est-ce qu'on recrute un GM US à partir de quel moment est-ce qu'on recrute un GM US toi, Lionel, toi, tu servais de GM US finalement, ou tu as été GM US, sauf erreur? Oui, non, tu as entièrement raison. En fait, moi, j'ai commencé en tant que Head of Sales. Moi, j'étais tout seul, donc c'était facile d'être le Head de quelque chose quand tu es tout seul. Head of Sales. Ensuite, j'ai évolué en VP Sales quand j'ai commencé à avoir une équipe commerciale avec des niveaux de middle management, pour finir après Managing Director du bureau US. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas vocation forcément à rentrer en Europe ou en France. L'évolution de dynamique et de la boîte, je l'ai vécu du premier employé jusqu'à la revente et jusqu'à encore aujourd'hui sur les projets qu'on a à venir. Donc, moi, en fait, j'ai fait office de GM pendant toute la vie de notre boîte. Et on n'a jamais recruté de GM américain, sauf là depuis qu'on a fait le merge avec Smart, où on a dû réunir deux équipes, et l'activité étant grandissante, puisqu'on avait deux pans de l'activité où on a dû mettre en place des general managers pour une partie de l'activité. Et à ce moment-là, on a récupéré quelqu'un qui était de l'équipe US de Smart et un Américain à ce moment-là. Mais il n'y a pas forcément de besoin d'avoir un GM US tant que le GM européen est complètement impliqué dans les activités, notamment commerciales et organisationnelles de la boîte. Mais ça requiert d'avoir une personne sur place qui porte plusieurs chapeaux et qui est complètement
complètement dévoué, on va dire, au développement du business, quoi. D'ailleurs, le cofondateur, quand il va là-bas, n'est pas forcément GM US. Ça, je pense que c'est un cas qui est important de souligner. Je pense que le GM US est en général un profil natif et un profil de quelqu'un qui soit a des talents de management, soit des talents sectoriels propres dans le métier. Peut-être tu peux nous rappeler combien tu as recruté de sales quand même, parce que je crois que c'est un chiffre que tu ne nous as pas encore cité là sur la période de temps. En fait, c'est arrivé graduellement. Nous, sur les 8 dernières années, j'ai dû recruter une cinquantaine de sales au total, avec des erreurs que j'ai pu faire, notamment le premier sales que j'ai recruté, que j'ai gardé pendant 6 mois, qui s'est super bien vendu, comme le disait Lilian tout à l'heure. Les Américains sont très forts à se vendre et on fait tous la même erreur. On plonge, on est émerveillé. Moi, je connais les profils commerciaux puisque je fais des sales depuis mon plus jeune âge et j'ai vu des profils commerciaux. Donc, peut-être un peu moins impressionné, mais j'ai quand même réussi à me faire avoir par mon premier sales que j'ai gardé pendant 6 mois. Et ensuite, quand je me suis rendu compte qu'en fait, tous les sales expérimentés se vendaient mieux qu'ils ne vendaient eux-mêmes, j'ai pris le pli de ne pas recruter forcément des sales expérimentés, pas forcément recruter des sales qui venaient de notre industrie, mais recruter des profils avec à la sensibilité, on va dire, commerciale. Et j'ai pris le pli, encore une fois, de former ces gens-là, de les accompagner et de les faire grandir pour qu'ils deviennent des experts, non pas commerciaux, mais des experts dans la vente de notre produit à nous et de nos modes de fonctionnement à nous, et de les mouler à l'image qu'on voulait avoir de notre fonctionnement de l'équipe commerciale. Mais Alors, peut-être qu'on pourrait parler de comment on se déroule un processus de recrutement aux US, parce que c'est quand même pas totalement différent, mais c'est différent de ce qu'on voit en Europe. Lilian, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, sur le process lui-même? C'est avant tout un acte de vente avant d'être un acte d'assessment. Donc, c'est là aussi très contre-intuitif avec notre culture où on aime bien rentrer dans le détail, poser beaucoup de questions, etc. etc. Donc, je pense que ce qui est difficile pour beaucoup d'entrepreneurs au départ, c'est de trouver le bon moyen d'attirer les candidats parce que quand on n'est pas connu, c'est plus difficile et donc il faut effectivement plus se battre pour avoir accès aux candidats. Donc, la première des choses, c'est de capter l'attention des candidats pour après les assesser, mais pas faire l'inverse en leur disant je vais vous poser 45 questions d'abord parce que en fait voilà. Et donc c'est trouver le bon équilibre par rapport à ça. C'est effectivement la rapidité d'exécution du processus, donc avoir une idée très claire de qui doit rencontrer qui parce qu'ils sont capables de le faire. En tout cas, vos concurrents américains seront capables de le faire comme ça, et donc être prêt à le faire rapidement. Et une fois encore, comme le disait Lionel, je pense qu'il faut aussi savoir recruter pour le moment aux États-Unis, notamment quand on arrive. Le GM que tu mentionnais tout à l'heure, Nicolas, nous, on le voit et on le recommande que, par exemple, en FinTech, où il y a des aspects régulatoires assez importants, donc c'est important d'avoir quelqu'un d'un peu plus capé qui peut gérer tous ces problèmes de régulation. Mais dans la plupart des business d'expansion, que ce soit SaaS ou B2C, effectivement, le commercial va être plutôt être au cœur. Donc voilà, un processus bien défini au départ et bien comprendre qu'il faut mieux commencer par la séduction plutôt que par la sélection. Entièrement d'accord avec toi, Lilian. Je pense que c'est un très bon point. On a trop tendance à penser qu'il faut faire un assessment quand on recrute, mais quand on est une petite boîte non connue, qu'on n'a pas forcément les moyens d'attirer avec des bénéfices que les Américains adorent, qu'on n'a pas forcément au début, il faut attirer avec ce qu'on peut. Et je pense l'expérience que j'ai, c'est que sur tous les recrutements commerciaux ou tous les autres recrutements que j'ai pu faire, j'ai passé plus de temps en entretien à vendre la société, à vendre l'évolution qu'on allait pouvoir leur apporter, la croissance de la société, la culture d'entreprise et les possibilités de croissance pour les personnes et pour la boîte. À 80% du temps des interviews, et 20% du temps, c'était quelques questions sur leurs skills et leur volonté d'évolution. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas un professionnel du recrutement. J'ai plus fait les recrutements au feeling. Je recrutais des personnes avec qui j'ai envie de travailler, sachant que j'allais passer énormément de temps avec eux, à les former, à les faire grandir. Mais je voulais d'abord les embarquer dans une aventure. Et c'est comme ça qu'en fait, on a réussi, en étant une petite boîte, sans vraiment de bureau, sans vraiment de succès encore aux États-Unis, à recruter notre première équipe commerciale. Et sur les 3 premiers commerciaux que j'ai recrutés après l'échec du premier commercial, il y a 7 ans, 2 sont encore avec nous aujourd'hui. Et je pense que c'est un super point d'attaque parce que
comme on se l'est dit, la compétition est très rugueuse aux États-Unis. Il y aura toujours des gens qui auront levé 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et donc, jouer sur effectivement l'aventure dans laquelle vous voulez les embarquer est important. Et puis, très vite, voir s'ils résonnent ou pas avec vous. Parce qu'en fait, de toute façon, s'ils sont convaincus qu'il faut aller travailler pour une boîte américaine, ils ne viendront pas. Donc, il faut aussi vraiment se focaliser là-dessus. Mais le point de Lionel est vraiment très important. Et du coup, ça tombe bien, on a une question justement sur comment construire sa marque employeur aux US. Puisque, comme vous l'avez dit tous les deux, hein, on ne va pas être ceux qui ont levé le plus, on ne va pas être ceux qui sont le plus visibles du fait qu'on arrive d'Europe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler la marque employeur comme étant le levier principal pour accéder au talent? Et puis, je rajouterais qu'il y a une particularité, enfin, qui était vraie jusqu'à il y a quelques mois, je pense que ça vient de changer. Il y avait une hyper tension sur le marché du recrutement, enfin, tous les postes, surtout sales. Euh, Question subsidiaire, est-ce que vous voyez une détente sur ce marché-là suite à la dégradation du sentiment économique qu'elle a depuis 2 mois? Donc, marque employeur et puis état actuel de tension ou pas du marché du recrutement des sales. Si Lionel est d'accord, je vais prendre l'état du marché et puis il prendra la marque employeur peut-être. Mais l'état du marché, effectivement, depuis plusieurs semaines, tous les entrepreneurs avec lesquels on travaille discutent avec leurs investisseurs qui disent tous la même chose: extend the runway, et on passe à la moulinette tous les coûts de la société. Les 2 premiers étant la publicité et le recrutement. Voilà, c'est clairement quelque chose qui est à regarder aujourd'hui. Aux États-Unis, le marché reste assez tendu parce que effectivement, les gens tournent vite, rentrent vite et sortent vite. Donc, il n'y a pas la même prise de risque quand tu recrutes une équipe commerciale. Si les équipes ne délivrent pas rapidement, elles vont sortir rapidement. Donc, en fait, ce genre de tension ne s'apaise pas facilement dans les pays anglo-saxons parce que justement, il y a de toute façon cette fluidité-là. En France, en revanche, on le sent plus parce que recruter son head of sales aujourd'hui sur le VP sales, s'il ne fait pas l'affaire, on va avoir peut-être un peu plus de difficultés, entre guillemets, à le faire sortir. Donc, les tensions aux États-Unis sur les populations commerciales, GM, elles restent vraiment fortes. Marketing, bien évidemment, elles restent fortes aussi. Je suis assez d'accord. En plus, on est dans un marché en ce moment où, notamment dans notre secteur d'activité, le marketing digital, la tech en règle générale, où on a pas mal de boîtes qui ont une forte croissance, notamment pendant le Covid, qui sont capables aujourd'hui de recruter avec une force de recrutement avec laquelle on ne pourra jamais combattre, avec laquelle on ne pourra jamais compete, pardon, je fais mon Jean-Claude Van Damme, avec laquelle on ne pourra jamais faire concurrence. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir attirer ces talents-là, il faut vraiment travailler sur la culture d'entreprise, sur les possibilités de croissance, sur la vision future de la société, de la vision en fait, qu'on a de l'investissement qu'on fait quand on recrute des gens. Moi, je le dis souvent aux candidats en interview, en entretien d'embauche. Je leur dis, en fait, nous, on n'est pas là pour vous offrir un job. On n'est pas là pour vous offrir un job dans lequel vous allez travailler 6 mois et que vous allez commencer à regarder à droite, à gauche parce que vous stagnez. On est là, nous, quand on recrute des gens, on investit sur les gens. On investit sur les gens pour qu'ils soient efficaces, qu'ils apportent quelque chose à la société, pour leur donner une possibilité de grandir avec la société et de faire grandir la société en même temps. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on base notre image, on va dire, de recrutement et notre image de la société. C'est vraiment sur comment on va apporter quelque chose aux personnes qu'on va recruter, comment on investit sur eux pour le long terme et comment on va les aider à rentrer, notamment quand on recrute des profils un peu juniors, dans une carrière qui pourrait être la carrière de toute leur vie, dans une industrie dans laquelle ils vont participer dans toute leur vie. Et une question très pragmatique, merci Lionel. Une question très pragmatique. Toi, ton mode de recrutement, c'est via des cabinets, via LinkedIn, via d'autres méthodes. Quelle est la méthode gagnante pour toi? Alors, je ne sais pas s'il y a une méthode gagnante, mais en tout cas, il faut faire beaucoup de sourcing. Au début, nous, quand on a commencé à recruter, on a travaillé avec des agences de recrutement parce que les premiers recrutements que j'avais essayé de faire en direct, je l'avais fait via les sites, via Indeed. J'avais accès à une CV Tech et je contactais les gens à la main. Je ne contactais pas forcément avec le bon message. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va investir un petit peu et on va travailler avec Michael Page, qui est une société internationale, donc qui a l'habitude de travailler, on va dire, avec des boîtes internationales ou des boîtes européennes. Et en fait, eux ont fait principalement le sourcing et le filtrage.
Et donc, je rencontrais énormément de gens. Et j'ai eu de la chance sur les trois premières interviews sur lesquelles j'ai eu, on va dire, un crush avec les personnes. Ces 3 personnes-là ont décidé de nous rejoindre. Donc, pendant un moment, on a travaillé avec Michael Page. Et quand on a commencé à avoir pas mal de croissance, vers 2017, on commençait à se lancer assez bien aux États-Unis et qu'on devait recruter des profils assez juniors commerciaux. On s'est rendu compte que le coût d'un recrutement, en fait, quand on devait en recruter 5 ou 10 dans l'année, ça commençait à coûter assez cher en agence de recrutement. Donc, on a décidé de recruter en interne une personne qui était en charge des recrutements, mais aussi de ce qu'on appelle les people operations. Donc, toute la gestion, on va dire, d'onboarding administratif, de la réflexion sur les bénéfices à apporter aux employés, etc., etc. Donc, on s'est vite staffé, on s'est staffé en 2018 avec une agence, pas avec une agence, avec une personne en interne pour en charger du recrutement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis. Et là, on a 3 personnes au recrutement aujourd'hui en talent acquisition. Et toi, Lilian, tu étais un peu biaisé sur cette question-là, donc je ne sais pas si je vais te la poser sur cabinet. Vas-y. Autre méthode, mais vous êtes plutôt dans la catégorie du senior hiring, n'est-ce pas? Vous êtes plutôt dans la partie C-level, mais est-ce que vous descendez en dessous et qu'est-ce que vous voyez, vous, sur les meilleures pratiques? Alors, nous, effectivement, on ne fait pas trop de first man, first woman on the ground, donc ça, c'est sûr. Ça dépend, une fois encore, quand Lionel est sur place, il a la connaissance de l'ADN de la boîte et la capacité à engager directement. Donc, si vous avez ce setup-là avec un cofondateur ou quelque chose de ce sujet-là, vous pouvez très vite monter une équipe de talent acquisition en interne parce que justement, vous pouvez maîtriser ce genre de communication avec les Américains. Et puis, il faut jouer, on parlait de la marque employeur tout à l'heure, Nicolas, je pense que impliquer ces investisseurs quand on a des gens franco-américains qui peuvent décoder la culture, qui peuvent aider à créer du lien avec les candidats, enfin, mobiliser surtout au début tout ce qui peut apporter de la valeur ajoutée. Et ce n'est pas juste de la communication ou du marketing, parce que comme tu l'as dit, les Américains auront toujours plus de budget que nous. Donc, en fait, il faut être effectivement un peu plus smart là-dessus. Nous, ce que l'on voit de la part de nos clients, c'est souvent des entrepreneurs qui donc partent, recrutent leur premier VP Sales américain, font comme Lionel parce que c'est un peu difficile au départ. Certains s'obstinent, puis certains changent d'approche pour justement trouver le bon équilibre. Et à ce moment-là, effectivement, avoir une très bonne dynamique entre les natifs américains, qui peuvent être des gens qui viennent du marketing. Mais là aussi, attention à ne pas avoir un centre de gravité trop fort en Europe avec quelques personnes qui représentent des fonctions isolées aux États-Unis, parce qu'elles seront la proie de chasse de la compétition. On a des clients qui voulaient monter une partie de leur équipe product marketing à Boston parce que c'est effectivement ce qui se fait de mieux dans certaines catégories, mais le headquarter était à Paris. Les candidats se retrouvent très très vite isolés et donc susceptibles de répondre aux sirènes de d'autres sociétés. Donc là aussi, bien réfléchir à l'organisation avant de absolument recruter aux États-Unis, même si c'est vrai que dans les fonctions marketing, dans beaucoup de dimensions, le SaaS B2B, par exemple, ils sont 3 ligues au-dessus de beaucoup de choses qui se font en Europe, mais ils ne sont pas souvent applicables au marché européen aussi. Donc, bien comprendre pourquoi beaucoup d'Américains ont une expérience principalement américano-américaine. Donc là aussi, faisons attention. Ils ont les best practices, ils ont un des plus gros marchés au monde, mais quand on leur demande de regarder l'Allemagne et l'Italie, ils ne font pas la différence. Donc il faut être aussi vigilant sur des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a donc besoin d'adapter sa question très pragmatique, sa grille salariale, sa grille de REM aux ordres de grandeur américains, sachant que New York, là où tu es, Lionel, tu es probablement dans un des endroits les plus chers avec la vallée sur les salaires. Comment on fait pour l'adapter, pour être à la fois compétitif localement, mais également pour peut-être pas être trop décalé par rapport au siège dans lequel il y a des gens qui ont les mêmes fonctions? C'est une très bonne question. En fait, il faut que les entreprises qui s'exportent à l'étranger, notamment aux États-Unis, comprennent qu'il n'y aura pas d'alignement entre les salaires qu'il va y avoir en France et les salaires qu'il va y avoir aux États-Unis. On va avoir un junior sales qui va gagner mieux sa vie aux États-Unis de manière relative de manière absolue, qu'un directeur d'équipe, un directeur marketing peut-être en France.
Et ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas que les C-level de la société européenne ne soient pas en adéquation avec ça, parce que si on veut pouvoir recruter une équipe et faire développer une équipe aux États-Unis, il faut comprendre qu'il faut jouer avec les codes américains et notamment avec la grille de salaire américaine, le coût de la vie aux États-Unis. Donc, il faut accepter ça. Et une fois qu'on l'a accepté, qu'à poste équivalent ou même à poste non équivalent, il y a quelqu'un qui puisse gagner mieux sa vie aux États-Unis qu'en France, on a la recette en fait sur le positionnement de la rémunération des salariés aux États-Unis. Nicolas, si je peux partager le fait que la plupart des échecs que l'on a vus de boîtes européennes et particulièrement de boîtes du sud de l'Europe, incluant la France, c'est cette difficulté à s'adapter, même si ça a beaucoup progressé récemment, parce qu'effectivement, l'écosystème français a levé beaucoup plus d'argent qu'il y a quelques années, mais il y a quelques années, c'était certainement l'un des facteurs premiers. Tout a un prix aux États-Unis. Chaque grade a des prix de marché et tout Français que nous sommes ou tout Européen que nous sommes, on n'aura pas les gens en voulant la faire à la cool, la faire à la française. Ça ne marche absolument pas parce que tout a un prix de marché. Et si vous comprenez ça, je pense que vous allez vous éviter, de recruter des mauvaises personnes. Parce que si un VP n'est pas au prix de tous les autres VP, c'est qu'il y a un loup. C'est pas une bonne affaire. Ouais. Voilà. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais je sais que c'est des sueurs froides pour beaucoup d'entrepreneurs. J'ai des exemples très précis en tête qui arrivaient aux États-Unis et qui devaient faire des chèques très conséquents pour recruter leurs équipes commerciales en se disant j'espère que ça va délivrer parce que ça impacte définitivement la société. Donc, ce ne sont pas des engagements faciles et c'est pour ça qu'on recommande souvent d'aller aux États-Unis quand on a les possibilités de le faire. Si c'est pour en faire que les 3/4, c'est pas la peine, c'est voué à l'échec, ça coûtera plus cher que ça ne rapportera d'argent. Et donc, un des exemples critiques de la tech française, et Nicolas, je pense que tu seras d'accord, Criteo, quand ils sont allés aux États-Unis, après avoir développé pas mal le business, donc ce n'était pas une start-up quand ils sont partis, ils ont craqué le marché américain, notamment, et pas seulement, mais notamment parce que Greg Coleman, ils ont réussi à avoir un administrateur ou quelqu'un qui était vraiment très américain et qui les a pris sous leurs ailes. Donc, c'est aussi une façon d'essayer de trouver à un moment donné, quand on part aux États-Unis, un administrateur peut-être du board qui serait aux États-Unis et qui vous servirait d'ouvreur de porte, mais que vous n'aurez pas à payer, mais qui sera motivé et intéressé pour accompagner une start-up européenne. Et ça a de la valeur aujourd'hui sur le marché, surtout parce qu'ils savent que les boîtes européennes ont plus d'ambition, plus de moyens qu'elles n'en avaient il y a quelques années. Donc, il faut aussi jouer sur ce genre d'approche. Oui, alors moi je confirme, hein, on a des recrutements seniors aux US avec des gens qui ont des CV extrêmement intéressants, mais il faut savoir payer le bon prix. Et on a également des recrutements au niveau des conseils d'administration, des boards. Hein, les boards s'américanisent au fur et à mesure que les sociétés sont en train de grandir aux États-Unis. C'est toujours un signe assez intéressant. Ça commence avec que des Français au début, puis sur la fin et vers le moment où la société est une scale-up, souvent il peut y avoir la moitié des board members qui sont américains. Enfin, moi, je l'ai vécu et c'est un signe qui ne trompe pas. D'ailleurs, à ce sujet, Lionel, comment est-ce qu'on fait pour créer des ponts entre les cultures parce qu'on va avoir succès aidant des gens qui vont arriver avec une culture européenne, d'autres qui vont arriver avec une culture américaine. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser les échanges? Comment on fait pour faire que les gens se sentent partie d'une même société? Est-ce qu'il y a des practices là-dessus qui ont marché ou des choses qui ont été des fausses bonnes idées chez vous? Alors, il y a un point qui est essentiel, c'est la communication dans la langue du pays dans laquelle on s'exporte, notamment aux États-Unis. Si on a notamment plusieurs personnes qui sont francophones dans un bureau aux États-Unis, ne surtout pas parler français entre francophones. Il n'y a rien de pire pour exclure, on va dire, les équipes américaines. Donc, il faut déjà embrasser la culture du pays dans lequel on s'expatrie. Et moi, je connais bien le marché, enfin la problématique du marché américain. Il faut s'américaniser le plus possible. Il faut parler l'anglais. Il faut que les équipes, même au niveau central en Europe, fassent l'effort de parler anglais et un anglais qui soit compréhensible si on ne veut pas être complètement en décalage ou en rupture avec les fonctions centrales. Il faut complètement adopter et embrasser la culture américaine le plus possible.
Et quitte à travestir un petit peu notre culture européenne, notre culture française, ne pas l'exclure complètement parce qu'il y a pas mal de choses qui sont extraordinaires dans la culture française que les Américains n'ont pas l'habitude d'avoir et qu'ils apprécient énormément. C'est ce côté très familial sur l'approche du business, le côté convivial, le côté où on donne aussi la chance à des gens de rater, enfin d'avoir des échecs sans forcément que ce soit un coup près derrière pour eux et qu'ils soient virés dans la seconde, même si on a cette possibilité-là de recruter rapidement et de virer rapidement. Voilà, il faut prendre le meilleur des deux mondes tout en gardant, moi je dirais, 90% de la culture du pays dans lequel on s'installe, notamment la culture américaine quand on vient s'installer aux États-Unis. Mais la langue, c'est essentiel, hein, la communication. Ok. Lilian, sur la culture, le partage culturel, sur le sentiment d'appartenance à une même société alors qu'il y a plusieurs cultures. Alors ça, c'est un vrai sujet. Et là aussi, ça dépend des typologies de business. On a vu beaucoup de business français partir aux États-Unis, être assez successful et s'américaniser énormément. C'est le cas chez Miracle, c'est le cas chez Content Square, par exemple. Et là, c'est plutôt la problématique de garder les équipes au headquarter français liées au business américain, puisque là, le business est vraiment américanisé. Quand on est plus early stage, tout ce qu'a dit Lionel est juste. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une communication qui ne soit pas directement adressée qu'aux collaborateurs du pays original et notamment du pays français, parce que je pense que là aussi, il faut embarquer sur des codes. Je suis dans un groupe britannique. Nous avons des bureaux aux États-Unis. Je peux vous assurer que les sujets abordés, les sujets communiqués ne sont pas des sujets qui sont ambiants, ne sont pas toujours les mêmes que ceux qu'on traite en Europe. Et donc, il est important de bien les appréhender par le prisme des Américains aussi, quand vous avez des Américains dans vos équipes, pour que justement, ils se sentent au plus près de l'environnement dans lequel ils sont. C'est sûr que plus un nombre de C-level du headquarter passe de temps en temps aux États-Unis, font des town hall, des choses comme ça qui sont des exercices que les Américains adorent, plus ça fonctionne aussi. Mais la touche française, enfin moi je vis depuis très longtemps à l'étranger, je pense que utiliser mon accent anglais reste très francophone. Il faut garder un certain nombre de choses qui font que la France est très appréciée aux États-Unis. Alors notamment là aussi sur les deux côtes, hein, c'est moins vrai dans le centre du pays, mais je pense que c'est des atouts sur lesquels il faut qu'on arrive à jouer aussi. Mais en revanche, c'est pas en essayant d'être français, à contrario, sur des choses très américanisées, notamment la compensation. Voilà, c'est le seul bémol où l'aspect francophone français ne marche pas. Ok, moi très, très rapidement, hein, mais je dirais que je pense que la répétition du message corporate, la répétition du positionnement, de la répétition de ce que fait l'entreprise et de sa mission, ça doit être fait constamment. Je pense que des réunions avec tout le monde, des all hands meetings, comme on dit aux US, hein, c'est quelque chose qui fait partie des bonnes pratiques. Du coup, en anglais, et je pense que éviter effectivement d'avoir deux formes de communication ou deux vitesses de communication, si on veut créer cette intégration, je pense que c'est vraiment important. Peut-être qu'on peut passer aux questions-réponses et je vous remercie parce qu'il y en a pas mal qui sont arrivés. On va essayer d'y répondre assez rapidement. Est-ce que le bonus de performance est impératif aux États-Unis? Rapidement, Lionel. Oui, à 100%. Rapidement, sur le retour d'expérience, nous, en fait, on arrivait avec un budget limité et des moyens limités pour recruter les gens. Le seul levier qu'on avait pour les garder motivés, pour les faire se dépasser, c'était sur le variable, le bonus, le variable. Et on a été très généreux avec nos premiers sales sur la partie bonus, sur la partie variable, où en fait, on leur donne la possibilité de multiplier par X leur salaire fixe grâce aux variables. Et pour la société, c'est pas un danger parce qu'au final, plus ils vont chercher, plus ça nous rapporte à la société, plus ça leur rapporte à eux et plus on les fidélise. Voilà. Ouais, et oui, à 100%. Merci, Lilian. Complètement d'accord avec ce que vient de dire Lionel. Donc, ouais, nous, pas mieux. On confirme, je pense que c'est vraiment un aspect qui fait partie de la base. Question rigolote, le salarié américain a-t-il une tendance ou une réputation d'avoir des horaires de travail de 9h à 5h comme dans certains films? Est-ce que c'est votre expérience, Lionel?
Oui, c'est un peu l'expérience. On se rend compte. Alors, nous, on avait des horaires un peu plus européens où c'était 9h30, 6h. Ils n'ont jamais vraiment compris comment on faisait 9h30, 6h d'ailleurs. Mais à 6h pile, c'est une horloge suisse, tout le monde debout et tout le monde s'en va, comme s'ils avaient attendu vraiment les 10 minutes avant la fin de la journée de travail. Mais à la différence avec les salariés français, il y a beaucoup moins cet esprit pause café, pause clope, pause déjeuner. Quand ils travaillent de 9h à 5h, ils vont généralement prendre 20 minutes, une demi-heure pour déjeuner le midi. Ils vont avoir quelques pauses, mais c'est de l'efficacité. C'est vraiment dans l'efficacité. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est bizarre pour nous, Européens, de ne pas faire des journées qui finissent à 20h ou 20h30. Ouais, c'est très, très vrai. Ouais. Mais l'effet pause, hein, c'est marrant. C'est peut-être ça la différence. Lilian, un mot là-dessus? Non, c'est absolument vrai. Il faut pas s'en offusquer. C'est comme ça. Et je pense que c'est une façon d'exécuter qui est assez différente. Là aussi, il faut jouer avec les codes. Voilà. Faut pas essayer de leur dire que, d'abord pour eux, être au bureau à 20h, c'est une preuve d'inefficacité. Donc là, encore une fois, c'est jouer sur les caractéristiques qui sont pas très positives sur les marchés latins. Une question un peu technique. Est-ce que recruter un candidat en remote dans un autre État que l'État d'incorporation de la société, est-ce qu'il faut enregistrer la boîte dans l'État du candidat? J'ai mon idée de la réponse, mais messieurs, votre avis là, sur cette question technique? Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'enregistrer la société dans un État différent. Je ne suis pas sûr à 100%, mais en fait, tant qu'on paye les taxes dans l'État dans lequel on a la société qui a sa principale activité, je crois qu'il n'y a pas besoin de déclarer la société dans un autre État. Mais après, je ne suis pas sûr à 100%. Toi, tu as des gens en remote, en full remote, Lionel? Alors aujourd'hui, on en a quelques-uns. C'était pas du tout une volonté de ma part, c'est l'héritage, on va dire, du mariage avec Smart, où en fait il y avait des personnes qui étaient en full remote. Nous, on a un seul bureau principal qui est à New York, aux États-Unis, un vrai camp de base, et on essaye de recruter les gens dans ce bureau-là et dans cette zone géographique-là. D'accord, ouais. Ok. Très bien. Est-ce que oui, on a une question qui est sur le coût moyen pour un recrutement aux US. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte de recruter quelqu'un? En termes de quoi, de salaire plus coût de l'agence de recrutement ou de taxes, de prélèvements sociaux, etc. Moi, je le comprends comme étant les moyens pour recruter la personne. Tout à l'heure, on a parlé des grilles. Donc, on a dit que c'était des grilles locales, donc supérieures aux grilles françaises ou européennes. Nous, ce qu'on voit, donc il y a une culture du service aux États-Unis, donc des professional services. Donc nous, on est une boîte de professional services. Les honoraires aux États-Unis avec des boîtes américaines, à comparaison à ISO, série A avec série A, série B avec série B, sont substantiellement plus importants aux États-Unis qu'en Europe. Donc ça coûte cher de recruter des gens aux États-Unis parce qu'il y a cette culture. Aussi, il y a une culture du profit qui n'est pas non plus nécessairement bien reconnue. Et donc, toutes les sociétés privées aux États-Unis doivent gagner de l'argent. Et donc, ça fait partie des choses de négocier un peu, mais ce n'est pas le même enjeu que dans les cultures européennes où effectivement, il y a des PSL, il y a des agréments pour essayer de réduire un certain nombre de choses. Et donc, aux États-Unis, ça reste un marché assez important où il n'est pas rare, notamment sur les C-level, de voir des honoraires assez élevés, 30% de la rémunération, 28% de la rémunération. Et plus on descend dans la pyramide, plus les honoraires baissent, mais c'est un coût non négligeable. Il faut accepter parce qu'il n'y a pas d'alternative à ça, sans faire le recrutement. Je pense parce que le Y Combinator, par exemple, est un fervent utilisateur de cabinets de recrutement, de cabinets de chasse de tête. Et c'est ce que nous, on essaye de faire passer à beaucoup de jeunes entrepreneurs. C'est que si ces investisseurs très, très early stage recommandent d'utiliser des prestataires extérieurs à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas que le coût, il y a aussi la valeur ajoutée, la limitation de l'erreur, la garantie qui fait que si ça ne marche pas, il y a des remplacements. Enfin, toutes ces choses-là sont aussi factorisées dans le prix. Mais là, je suis biaisé, bien évidemment, Nicolas. En effet. Bon. Écoutez, merci. Donc,
Peut-être sur juste rapidement, une phrase de conclusion de votre part chacun. Et puis aussi une question, je termine sur une question intéressante. Est-ce qu'il existe des benchmarks de salaire aux US, ou quel est selon vous le bon endroit pour avoir ce fameux benchmark aux États-Unis? Il y a des sites qui sont accessibles, notamment un que j'ai en tête qui s'appelle Glassdoor, qui permet d'avoir une grille tarifaire en fonction parce qu'en fait, la rémunération varie en fonction des postes, mais varie en fonction aussi des zones géographiques dans lesquelles on recrute les employés. Donc, Glassdoor, en fait, fait une combinaison de tout ça et permet d'avoir une grille tarifaire en fonction du profil qu'on cherche à recruter et de la seniorité. Très bien. Lilian, vous avez des benches là-dessus? En fait, nous, on utilise des benches qui sont agrégés par des investisseurs aux États-Unis, ce qui nous permet d'être capable d'être très précis sur les quartiles, sur les equity donnés, sur les bonus, les compensations, et tout ça factoré par la maturité de la boîte, de la série A jusqu'à la série F et du segment d'intervention. Okay. Mais ce n'est pas public. Ouais, voilà, c'est pas public. Et je dirais la même chose pour nous. Hein. Nous, on a des échantillons statistiques internes qu'on ne publie pas, mais qu'on peut échanger avec nos startups. Voilà, on atteint la fin de ce webinaire. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, les panélistes, pour votre participation active et votre clarté, les participants pour le nombre de questions qu'on a eues. J'espère que ça a été utile pour vous. Si vous voulez faire un follow-up, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Xange, on pourra faire le go-between si vous voulez contacter Lilian ou Lionel. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des idées de webinaires que vous voudrez qu'on traite, hein, on est vraiment là pour servir à faire passer les messages clés sur tous les aspects de la réussite aux États-Unis des startups. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.